Bonjour à tous, ici c'est operissime.com et aujourd'hui nous sommes en compagnie d'une extraordinaire artiste française, ma chère amie France Daris. Et c'est une soprano dramatique, une musicienne vraiment spéciale que j'aimerais écouter par sa voix, par elle-même un petit peu de son histoire. Bonjour, ma France. Bonjour Nicolas. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur toi un petit peu? Parce que tu as une histoire un peu particulière à raconter, parce que oui, tu es France Daris, mais, vas-y. Oui, je suis native de la région parisienne, et en fait, je suis née dans une famille de musiciens. C'est ça. On peut même dire que j'ai été influencée par la musique avant de sortir du ventre de maman. Ah ouais. Parce que bon, bah, mon père, mes grands-parents des 2 côtés, ma mère était pas musicienne à proprement parler, mais elle travaillait comme secrétaire de direction dans les studios d'enregistrement de Paris, à Ferber et à Davout. Donc j'ai entendu ça, depuis le début. Donc Avec la baguette, tu avais de la musique, non? Tu ouvrais la baguette et tu mettais la musique partout. c'est ça, c'est ça. Et donc depuis toute petite, voilà, moi j'ai été bercée d'abord par le jazz. Parce que mon papa était entre autres le bassiste, parce qu'il était pas que il a été un peu l'homme orchestre, parce qu'il était bassiste, pour, tous les musiciens de l'époque, hein. Donc il a accompagné, Nougaro, il a accompagné Gainsbourg, il a accompagné Claude François, il a fait toutes les tournées de tous ces artistes, entre autres, hein. Il a été, le régisseur d'orchestre de Michel Legrand pendant 15 ans. Il a été le bassiste de Ray Charles en France pendant toutes les années où Ray Charles est venu. Enfin bon, il a fait toutes les télés de l'époque, donc bon, moi, c'était surtout ce répertoire-là au départ, les Barbra Streisand, les, Aretha Franklin et tout ça, hein. Donc et je me souviens très, très bien, mon père donnait en parallèle, des cours de musique, des cours de basse guitare, heu et j'allais depuis toute petite, je me souviens que j'allais m'asseoir devant l'élève qui devait être un peu circonspect. Vous voyez, une fille de 4 ans qui venait s'asseoir et écouter les cours de toute la journée. Toute la journée, j'écoutais les cours de mon père, donc J'en ai vu quelqu'un sur YouTube, il est extraordinaire, ton père. Mais on peut dire son vrai nom, s'il vous mais plaît. Alors, France c'est Daris Francis, Curren. C'est ça. Francis Varis-Curren, voilà. Ouais, le nom, c'est Francis Daris Curren. Mais toi, c'est C'est ça. France Daris Curren, bien sûr. Et comment tu as changé ce nom? Bon, bah, C'est tu le sais, tu le sais, Nous le savons, mais je voudrais tu le que, sais. aussi nos amis, le savent un petit peu. On Oui, s'est rencontrés, je pense, à d'Avignon, il y a c'est bientôt, ça. il y a plus que 10 ans, oui. C'est ça, ça va faire, oui, en 2010 en fait, Ouais. 2010-2011 on s'est rencontrés, en fait, voilà, donc Et alors il y a quelqu'un qui a dit: «Mais ce nom, c'est très beau, mais ça serait mieux France Daris». bah, c'est-à-dire que mon vrai prénom, c'est Maude. Maud. Voilà, c'est Maude et en fait, le problème, c'est que ce soit en Italie, en Espagne, en Allemagne, partout, à part en Angleterre, puisque c'est un prénom d'origine, anglaise, en fait, Ouais, heu, en France, en Angleterre, voilà, ils savent le dire, mais alors, ouais. c'est impossible en Italie, en Espagne et en Allemagne. Donc du coup, comme je répondais pas, tout simplement parce que je comprenais pas Heu, et qu'on ouais, a discuté de ça, autour de la table ensemble avec des amis communs. ouais, avec Élisabeth, Voilà, heu, Élisabeth et voilà et donc c'est ce jour-là où on a ensemble discuté et on a choisi comme ça. Bon, moi, c'est venu naturellement parce que mon père, dans le métier, tout le monde l'appelle Daris. Personne l'appelle ni Francis, ni Daris Curren, c'est Daris. Daris. Donc c'était très facile Ah ouais, ouais. et Maintenant, non? Tu dis maintenant ou bien avant, notre rencontre? mon père, on l'a toujours appelé comme ça. Ah, Daris.
On l'a toujours appelé Daris. Ah, Toujours. ok. Alors c'était déjà dans ton oreille, dans ta tête, Ah, ça, Mary. le Ah, nom, oui. Le nom. Le nom, oui. Le prénom, non. Le prénom, bah non, on a ah, choisi comme oui, ça parce qu'on s'est ça. dit. C'est ça, parce que c'est pas France, mais c'est Maud. Maintenant, je me souviens. Tu vois, t'as presque oublié mon vrai prénom. J'ai Tu m'as oublié, rebaptisé, donc du coup. j'ai, je l'ai changé, mais j'ai oublié le premier. Bah, pour moi, tu es France. Je sais pas pourquoi. Ah mais moi aussi maintenant, c'est vraiment bon la famille proche et tout ça, d'accord. Ouais, Mais en ouais. fait, je réponds maintenant de manière spontanée aux 2 comme si c'était, la même ça a toujours été, ça aurait toujours Et été. tu sais que j'en ai beaucoup auxquels j'ai changé les noms. Beaucoup. Oui, je ne peux pas le dire ici, mais tu sais, j'en ai beaucoup. OK, ça c'est très sympa. Merci pour nous avoir fait connaître ton père. Et dans ce cas, on est devant un grand musicien de pop, de musique légère française. Tu as parlé de Michel Ah mais Legrand. il était violoniste aussi violoniste à la garde républicaine, hein, au Ah, symphonique de la garde républicaine. Donc en fait, à la base, il a une formation de violoniste classique ok. et aussi de chef d'orchestre classique, mais voilà, après il a pris son créneau à lui, quoi. Tu as parlé de Michel Legrand, que c'est mon top. J'en ai deux en France, Michel Legrand et Charles Aznavour. Voilà. Ça, c'est ma vie. Michel Legrand m'a fait pleurer quand j'étais tout petit, des gamins, le fameux film Les Parapluies de Cherbourg. Je peux pas le regarder, ce film-là. La musique, est tellement extraordinaire que je peux pleurer pour des heures entières. C'est un grand musicien, Michel Legrand. Ouais. Grand, grand, grand. Et, OK. Alors, nous avons connu maintenant la première France, mais Maud. Maintenant, nous connaissons France à travers des questions que je, je lui pose, mais je ne sais pas si sont des belles questions, mais j'essaye. OK. France, tu es l'une des voix dramatiques les plus intéressantes de ces dernières années. Comment prendre soin d'une voix comme la tienne? Dois-tu faire des exercices quotidiens particuliers? Particulier, je suis pas certaine que ce soit particulier. C'est une hygiène en fait, hein, c'est vraiment une hygiène. C'est pas forcément par rapport à mon type de voix, je pense pas, j'en sais rien, j'ai que celle-là, donc je peux pas vraiment répondre de manière vraiment précise là-dessus. Une hygiène, c'est sûr. Tout ce qui est acide, je fais pas. De naissance, je ne bois pas d'alcool du tout, donc ça, j'ai pas de problème avec ça. Bien. Je ne fume pas, donc voilà, mais bon, Ah, c'est deux choses normal. très bien. C'est normal. Maintenant, maintenant, si je devais donner un conseil à un jeune disant: «Voilà, pour ta voix, prendre soin», déjà avoir du sommeil, un bon sommeil, pas forcément long, mais avoir un bon sommeil. Hem et surtout, en fait, je pense que ce qui fait que la voix n'est jamais fatiguée ou se repose, c'est quand on sait bien l'utiliser, tout simplement. Parce Ah, que et puis, tout basé sur la nature, sur sa nature. mhm. Ça, c'est bon, évidemment, dans d'autres questions, je pourrais y répondre plus précisément, mais c'est vrai que si on a conscience que sa nature et sa voix, c'est entre guillemets «la même chose», en fait. Si on va Mhm. pas contre nature, on devrait notre voix, elle Ah ouais. s'épanouira, Mhm. je pense. Et tu as dit deux choses qui m'intéressent dans cette réponse. La première, des acides, et après, tu as dit bien dormir. Alors, je pense, tu es en train de parler de la nourriture, de comment te nourrir, Ah, quoi manger, par exemple. Par bah, exemple, il faut se connaître parce que, par exemple, moi, je sais que j'ai une nature qui fait que je ne peux pas manger les choses crues, je les digère très mal. Ah, Il d'accord. y a d'autres personnes, ça va être l'inverse. Ah, ouais. Donc ça, c'est chacun doit savoir. Heu, Jamais de chocolat avant de chanter, mais jamais, c'est une discipline. Je veux dire, on le mangera après, mais pas avant. Mais ça, c'est affreux pour moi. Mais le chocolat, quoi? Le chocolat noir ou le chocolat au lait? Moi, Ah, je digère pas le chocolat noir du tout. ah, Donc ok. je me Ah oui, ok. aucun soda avant de chanter, Ah aucun, ouais. aucun.
Mais bon, après, j'en bois pas énormément, donc c'est pas une privation. Enfin, tout ce qui est trop gras, trop sucré ou acide, non. Avant de D'accord. chanter, c'est proscrit. Avant de chanter. Mais quand même, c'est ton style de vie. Alors, c'est ce que tu fais. C'est pas une privation parce que je sais pourquoi je le fais et puis je sais comment je me sens si je le fais. Ah, ça, c'est important. C'est très important. Alors, comme première chose que tu conseilles, c'est attention à ce que vous mangez et connaissez-vous, non? C'est ça un peu que tu dis. C'est ça, c'est ça. Pour le confort de notre instrument, parce que c'est tout notre corps et notre mental est Ouais. l'instrument. Mais Donc, il faut avoir un équilibre. surtout pour un instrument tel grand comme le tien, Oui, parce que c'est pour ça que je t'ai posé la question. oui, je comprends. Tu es dramatique, et alors tu peux pas ouvrir la bouche et chanter n'importe comment, n'importe Non. quand, et tu dois faire très attention. C'est pour ça que je t'avais posé la question. Alors ça, c'est des bons conseils de manger, de pas fumer, de pas boire. Ça, c'est des conseils qu'on donne quand même aux gens qui ne chantent quand même pas. Mais et ça peut être utile pour une chanteuse de. Ah, c'est sûr. Ça altère, hein, ça altère les muqueuses, en fait, tout simplement. Ah ouais. C'est nos muqueuses qui font que notre voix est brillante, qu'elle va être fluide, que nos muscles vont être détendus. Si on a l'estomac noué, qu'on a du reflux acide, ou qu'on a les muqueuses toutes pâteuses parce qu'on a fumé, voilà. Bien sûr, il y en a qui vont s'en accommoder, hein, mais la différence de quand on ne le fait pas, c'est très, très notable. Absolument, je suis d'accord. Bien, deuxième, comment as-tu découvert que tu avais une vocalité adaptée à l'opéra? Hmm. Ah ça, c'est un sacré épisode. Ouais, Parce qu'évidemment, mes parents m'ont mis à la musique très, 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 très tôt, même trop tôt, on va dire. J'avais 2 ans, donc c'était vraiment fou. À l'époque, il n'y avait pas d'éveil musical, hein, donc c'était directement les cours de solfège et tout, donc bon. Et bon, donc du coup, j'ai fait 10 ans de piano, j'ai fait 7 ans de harpe, tout ça un peu enchevêtré. Et quand je suis allée dans l'école de musique avec ma prof de harpe parce que j'avais beaucoup d'affection pour elle, donc je l'ai suivie là où elle était. C'était une petite école de musique en Seine-et-Marne, en banlieue parisienne. Et là, donc, je suivais ses cours et c'était une école de musique en préfabriqué. Donc, les murs étaient extrêmement fins. Les murs entre les salles étaient extrêmement fins. alors, partout. Et voilà. Et donc, la harpe étant en plus un instrument plutôt intime, intimiste, on va dire, c'était la salle juste contiguë à la salle de chant d'opéra. Et Finalement, j'entends. finalement, tu avais pas l'harpe diatonique, mais tu avais tous les instruments autour et ça Mais faisait, non? j'entendais plus Les le cordes prof de étaient. chant qui donnait les exemples à côté Ah que ouais. ma propre Ah, harpe à côté de moi, quoi. Donc c'était incroyable. Et en plus, bon, comme c'est un ténor, un ancien ténor de l'Opéra de Paris, un des premiers ténors de l'Opéra de Paris, il avait de la voix. alors, Donc j'ai entendu ça et puis bon, moi étant dans la musique depuis toujours et ayant moi en fait à la maison, ce que je faisais le plus, bien que j'ai étudié le piano et la harpe, ce que je faisais c'était chanter. Je chantais tout le temps, mais je chantais le répertoire Whitney Houston, Barbra Streisand, tous ces trucs-là, je chantais toutes ces chansons-là. Et quand un jour j'ai dit à ma prof de harpe, je lui ai dit: «Oh, faudrait que j'essaye», comme ça. Et à la fin du cours où je lui parle de ça, elle m'a attrapée par la main et elle m'a présenté le prof de chant. ah, c'est bien ça. Et elle me dit ça. Donc lui, tout de suite très intéressé parce que j'avais 16 ans, hein, Ah, j'avais 16 ans et là, il me dit: «OK, tu viens samedi prochain et on commence». Comme ça. comme ça. Oui, Et il m'a fait faire ma première vocalise. oui. Beaucoup de chanteurs, ils viennent des chœurs, mais toi, c'est complètement différent parce que C'est ça. ton cœur, c'était ta maison, parce que la musique était partout dans ta maison. Et après, tu as eu cette femme, cette, mais, on peut dire maîtresse, non maître, c'est mieux maître, non? Mmh. Oui, qu'elle a compris, qu'elle a bien compris, parce que certaines fois, on peut être jaloux un peu de son instrument, on dit, mais tu étudies l'art, alors c'est.
Et en Mais fait, elle voyait que ma motivation était très moyenne hein, sur mon ah, instrument. C'était un choix d'enfant, c'était pas vraiment un choix vraiment décidé. Et elle l'a vu. Mais ce que j'ai su bien plus tard, en fait, c'est ma maman qui m'a payé les cours de chant en cachette ah, pendant 1 an. Parce qu'évidemment, papa avait fait des plans de carrière hein, pour sa fille en tant qu'artiste. Alors maman, ma mère, elle a vu tout de suite que je me consacrais au chant tout le temps, tout le temps, tout le temps. d'accord. Elle a vu que c'était la révélation en fait. Et mais ce qu'ils m'ont révélé beaucoup plus tard et que j'ai dû faire, ça doit être dans les gènes, c'est que ma grand-mère, je l'ai su, mais je ne sais pas combien d'années plus tard, je ne me rappelle plus, mais que ma grand-mère était chanteuse d'opéra avant de se marier. Et on n'avait pas à l'époque le droit d'être marié et de faire une carrière, c'était pas autorisé. Et donc, tout le temps où elle n'a pas été mariée, elle était chanteuse d'opéra et elle avait chanté Butterfly en français. Elle chantait tout en français à l'époque. C'est C'est extraordinaire. Ouais. incroyable. Donc, du coup, en fait, ma mère, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a senti que c'était ça. Et, et voilà. Et après, mon père a vu mon premier concert, il a versé sa première larme et puis c'était bon, c'était parti. Et les plans de carrière qu'il avait faits étaient passés. Mais voilà, c'est une belle histoire et c'est chouette, quoi. Voilà. Je sais que maintenant, quand ils viennent me voir en concert, il y a tout ce passif derrière et c'est chouette, c'est beau. C'est bien, c'est bien, c'est une belle histoire. OK, tu es un enfant de l'art, on a déjà dit. Ton père, Francis Darris-Curène, est un célèbre musicien français. Peux-tu nous dire comment il a influencé ta formation classique? Un peu, tu l'as déjà dit, mais quand même, si tu peux entrer un peu plus en profondeur. Mmh. dans- Bah, en fait, lui, il était en tournée en permanence. Donc moi, si je le enfin, 6 mois de l'année, il était au Japon avec Franck Pourcel dans l'orchestre. Donc on le voyait, en fait, il avait sa carrière, on le voyait, bien sûr, il était là. Quand il était là, il était là. Mais c'est vrai que pour suivre nos cours de musique, c'était pas vraiment ça. Donc il nous a confié à un professeur en particulier au départ, pour le piano et puis on va dire la théorie musicale, mais enfin, c'était tellement jeune. Excuse-moi, France, il nous a qui? Mon Il nous frère et a... moi. Ah, Oui, ton c'est frère. vrai. J'ai un frère aîné. J'ai un Ouais. frère aîné. Et, on a eu le même professeur pendant ouais, 8 années, hein, 8-9 ans. Hein. Donc voilà. Mais bon, il pouvait pas être au chant et au moulin, c'est pas possible. Donc il a fait sa carrière. Ma mère n'étant pas musicienne, elle n'a pas pu tout suivre non Ouais. plus. Voilà, bon, ça s'est déroulé comme ça. Moi, ça m'a énormément développé mon oreille musicale, ça c'est sûr. Aussi, ma manière de m'impliquer peut-être très émotionnellement dans la musique, je ne peux pas dissocier. Et mon père, c'est pareil, son père était musicien, sa mère était musicienne, enfin tout le monde était musicien. Pour lui, quand tu lui demandes de jouer une gamme de do toute bête, sans rien, tu verrais ce qu'il fait d'une gamme de do, c'est vraiment pas de ré mi fa sol la si do. Hein, il y a C'est tout, il y a le cœur, il y a le rythme, il y a tout. Hein. et, et, et en fait, à mon avis, bon, mon frère lui a arrêté la musique, mais en tout cas en ce qui me concerne, il m'a vraiment transmis, je pense, l'instinct l'instinct de la musique, l'instinct de comment écouter la musique et la ressentir. C'est sûr, parce que pour lui, c'est instinctif et c'est en observation, c'est pas quelque chose de verbal. De toute façon, enfin, moi, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais un père qui enseigne son métier à son enfant, je ne sais pas comment ça se passe, mais alors, nous, on préférait pas. On préférait observer, faire notre propre idée, parce que quand il s'occupait de nous là-dessus, on avait peur. Enfin, moi, j'avais peur de me faire gronder, j'avais peur de mal faire, alors forcément, je faisais mal. ouais. Oui, c'est très important ce que tu as dit. J'ai fait une émission, une interview avec mon amie Francesca Patané. Et, et- et là, on est vraiment, vraiment dans le même domaine, si on veut. Mais Giuseppe Patané était le top, le top, le top des chefs d'orchestre. Et elle m'a dit la même chose. Ah Elle bah m'a oui. dit, Et c'est normal, enfin, je pense que c'est normal. ouais.
Oui, ok, c'est bien, c'est bien. Quelles sont les qualités les plus importantes qu'un jeune chanteur doit avoir ou une jeune chanteuse? Ouais, ouais. Alors, je pense que déjà, il doit être très curieux. Il doit être curieux, il doit être joueur. Apprendre à chanter, ça doit, à mon avis, il faut s'amuser. Il faut s'amuser, essayer de trouver comment on peut faire. Et curieux parce que ce que moi je rencontre avec les gens que je fais travailler maintenant, c'est Tes élèves? ouais, c'est ça. OK. Enfin, j'ai du mal à dire des élèves parce que j'ai pas OK. vraiment de débutants. J'ai que des gens, j'ai des chanteurs qui viennent pour se perfectionner, pour apprendre, pour voir. Bon, et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui sont sans réponse. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la prudence. Alors oui, bien sûr, mais c'est-à-dire qu'en fait, comme ils savent pas, ils ont peur, donc ils osent pas. Moi, je dis, il faut être curieux et être joueur, avoir du culot, hem, tenter. Parce que s'il y a une chose que mon premier professeur m'a appris, c'est que, heu, il faut oser. Il faut oser et il faut pas avoir peur. Parce que sinon, c'est justement quand on n'ose pas qu'on se fait mal. On se retient et on serre et ça va pas. Moi, je me rappelle, ma première vocalise, il m'a fait monter au si bémol, j'avais si bémol aigu, je n'avais aucune technique et rien, mais rien et je monte au si bémol aigu. Ah, c'est là qu'il est sûr, je suis un soprano, hein, bon voilà. Heu, Évidemment, pour déterminer une tessiture, en plus, respect. c'était assez facile. C'était assez facile. Mais c'est surtout qu'il m'a fait faire ça et il m'a fait monter pour voir comment naturellement je vais. Et en fait, il m'a montré que finalement, si on se laisse aller et si on n'a pas peur, et ben, on découvre ses limites sans se faire mal. C'est pas la peine, c'est pas voilà. Et je rencontre aujourd'hui des chanteurs qui, qui, qui sont beaucoup trop cérébraux. C'est très théorique, c'est très. Ils sont pas normalement l'émotion. Enfin, le chant en général et l'opéra, c'est l'expression des émotions. Donc, si on commence pas par déjà se référer aux émotions naturelles qu'on a, comment on les exprime dans la vie, on peut pas rationaliser tout ça. Je veux dire, si on rigole et quand on rigole, ça fait bon bah, on va tout de suite se rendre compte que voilà, il y a des aigus, on monte et on s'occupe pas de savoir. Et quand on pleure ou quand on a la voix du sommeil, on a une voix qui est très grave, qui est comme ça, et ça sort naturellement. On se dit oh là là, c'est quoi cette voix d'outre-tombe. Et c'est tout ça, c'est pas réfléchi. Et mon prof, il m'a fait aller sur des tessitures de soprano léger à l'époque, à 16 ans, mais je suis restée 8 ans avec lui. Hein, donc, j'ai fait vraiment le soprano léger, lyrique léger, tout le répertoire comme ça pendant 8 ans. Euh, donc, du coup, j'ai pas cette peur et dans lui, c'était un grand passionné alors lui, c'était Corelli le premier, hein, Franco Corelli, Birgit Mmh, Nilsson, Dimitrova, Freni, enfin, tous ceux mmh. que j'aime moi, évidemment. Enfin, c'est lui qui m'a montré que voilà, c'était des chanteurs extraordinaires. Del Monaco, n'en parlons pas. Voilà, bien sûr. Tous, Giacomini, enfin, tous. Hein. Et en fait, il m'a montré qu'en fait, ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des humains qui ont porté leur art et leur émotion au maximum de leur capacité, mais dans le plaisir de le faire. Et donc, et là, je croise des gens qui, quand je leur parle de ces chanteurs-là, d'abord, bah, ils ne les connaissent pas, hein, déjà, la Mmh. plupart. Et non Mmh. seulement ils ne les connaissent pas, mais en plus, pour eux, c'est surnaturel. Mmh. C'est surnaturel. Quand ils les connaissent, c'est oh, non, mais voilà, mais c'est Corelli, c'est. Je Mais comprends ce enfin, que tu dis, oui, je comprends. et C'est bien. c'est dommage parce que du coup, c'est même pas des modèles, quoi. Ce sont même pas des modèles à suivre, du coup. C'est oh, non, c'est au-delà de mes capacités. Qu'est-ce qu'on en sait? Ouais. C'est ça que je trouve triste, en fait. Ça me Et donc, du coup, par contre, avec mes chanteurs, du coup, je suis là et j'essaie de leur montrer que non, c'est possible, c'est humainement possible. Et quand j'ai des exemples assez flagrants de gens qui arrivent avec la grande duchesse de Gerolstein, une mezzo
qui fait plus d'1,80 m, elle me chante La Grande Duchesse. J'ai dit d'accord, ok. Et avec un peu de mise en place, de technique, de savoir, de comment on fait, et du naturel, énormément de naturel et d'émotionnel, finalement, elle me chante Samson et Dalila, mais t'as pas idée, quoi. C'est une Samson et Dalila, c'est une Ortrud, c'est une Éboli, c'est machin. Si elle était restée dans ce schéma-là, elle chantait l'opérette, et on lui disait qu'elle n'avait pas de voix pour l'opéra, que c'était même pas la peine qu'elle essaye. Je trouve ça dommage. Oui, ça c'est vraiment important ce que tu dis par rapport au fait que tu n'as pas mis la voix avant tout. Tu as dit il faut avoir du courage et tu n'as Ouais. pas dit il faut avoir de la voix. Parce que, alors ça c'est quelque chose qui vient après ça, non? C'est ça que j'ai En bien compris. fait, toute voix qui chante, selon moi, hein, c'est vraiment, c'est pas parole d'évangile, c'est moi qui le dis, c'est mon expérience propre. Euh, c'est tout le monde, enfin, à partir du moment où on chante son répertoire, qui est le vrai, celui qui correspond à sa personnalité. Moi, je fais passer la personnalité avant, parce Mhm. qu'on peut très bien avoir la tessiture pour chanter tel et tel rôle, mais si on n'a pas la personnalité, le rôle ne fonctionnera pas, parce que l'émotionnellement, on ne va pas s'impliquer exactement comme il faudrait, en fait. Et si on chante dans sa personnalité, dans sa bonne tessiture, et qu'on se laisse aller et qu'on a le courage d'aller là-dedans, il n'y a pas de petite voix. Ça n'existe pas. Enfin, selon moi, la voix, elle passe. Toujours. Toujours, toujours. C'est très intéressant, vraiment intéressant. OK. Euh, euh, peux-tu nous dire quelle importance tu accordes à la respiration par rapport à la technique vocale? Mhm. Bah, en fait, tu vois, j'ai un peu répondu aussi. C'est en fait, si tu as. Ça, c'est mon prof actuel. Oui, c'est la dernière prof que j'ai eue qui m'a vraiment fait fusionner cette idée, en fait. Le souffle, évidemment. Mais quel souffle? Eh ben, elle a mis ce mot-là et je trouve qu'il est très juste. C'est le souffle émotionnel. Si on Mhm. respire dans l'émotion, si c'est l'émotion choisie par le compositeur par rapport à l'action du drame, par rapport à la musique qu'il a choisie, à la dynamique, etc., le personnage est en train de vivre une émotion par rapport à un contexte et d'œuvre et d'époque, etc. Si on respire dans cette émotion-là, la voix, normalement, nous révèle toute une cascade de résultats sur la technique vocale auquel on n'a pas besoin de penser pour le faire. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire cette scission entre ce qu'il y a à connaître de la voix, de la technique vocale, qui est encyclopédique. On peut écrire des encyclopédies complètes sur l'art vocal. Oui, il y Mais en a. ce à quoi on doit penser pour chanter. On est obligé de faire une scission entre les deux parce qu'on ne peut pas penser à tous les résultats, c'est pas possible. Pour un jeune chanteur qui doit apprendre à chanter et qui après, il faut bien qu'il sache qu'une fois s'il veut faire ce métier, être sur le plateau, il va avoir le metteur en scène, il va avoir le chef d'orchestre, il va avoir les collègues, il va avoir le public, il va avoir toute cette pression. S'il n'est pas concentré sur les choses annexes, il n'a pas le temps de penser à tous les résultats que va donner sa voix. Il est obligé de penser juste aux choses dont il va avoir besoin pour chanter. Et ça, le premier, selon mon expérience, le premier et le dernier, c'est-à-dire celui qui boucle la boucle. Le premier, c'est l'émotionnel, parce que c'est celui qui va nous faire respirer. Il va nous faire respirer le plus profond du monde. On ne peut pas respirer plus profond que quand on est dans l'émotion. On ne peut pas respirer plus souple que quand on est dans l'émotion. Et on ne peut pas non plus avoir la compression naturelle du corps qui va s'exprimer si ce n'est pas le souffle émotionnel. Ce n'est pas possible. Donc, moi, la première fois que je fais démarrer quelqu'un quand je veux le faire chanter, la première chose, c'est que je lui demande de se mettre dans un état émotionnel ou de joie ou de peur ou de surprise. Comme ça, on voit comment on respire. Donc, au lieu de lui parler du diaphragme, des côtes, des machins, tout ça, il va le savoir. Il aura des questions, il pourra lire des livres s'il veut, etc. Mais tout ça, ça va englober tout ça. Moi, pendant des années, j'ai eu plein de profs, hein,
on nous expliquait, il faut que tes côtes restent ouvertes, il faut que ta langue soit comme ci, il faut que… Mais moi, je pensais, la première chose, si on fait penser à ma langue, la première chose que je fais, c'est que je redis tout. Et alors je pense à ma langue, hein, à ça, je pense à ma langue, mais il n'y a plus rien qui fonctionne. Reste ouvert, il faut que ce soit, faut que, je sais plus, mais enfin bon, des milliards de choses, accroche au masque, machin, tout ça. Et tout ça, ce sont des résultats. Ce ne sont pas des choses auxquelles on pense pour exprimer ce que dit le personnage et pour transmettre l'émotion que le compositeur a voulu nous faire passer. Surtout qu'en plus, moi, plus je travaille et plus je me rends compte que tous les compositeurs que j'ai la chance de chanter, en fait, ils ont déjà tout compris. Ils nous demandent exactement ce qu'ils nous demandent. En fait, c'est jamais pour que ce soit difficile, c'est toujours pour que ce soit simple et beau et fluide. Ouais. Donc, le souffle, pour moi, c'est le souffle émotionnel. Au début, au milieu et à la fin. À la fin. J'aime bien ça, France. C'est parfait. Mais la prochaine question, elle est un peu enchaînée avec ce que tu as raconté. Parce que c'est drôle que, et c'est bien, j'aime bien ce que tu fais. Quand tu réponds aux questions, tes réponses sont comme 360 degrés. Et chaque question enchaîne une autre, enchaîne. Bah, ça, c'est bien C'est pour. le sujet, je pense, qui Non, non, fonctionne comme ça. c'est bien, c'est bien. Je vois que il n'y a pas de. En fait, tu es comme, plutôt comme Puccini et moins comme Handel quand il faisait les airs. Une air, on coupe, on finit les airs après, le récitatif, après l'air. Tu fais comme Puccini, tu commences et tu arrives juste à la fin. Une forme ouverte de répondre aux questions. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, France. La J'aime trame. bien. Non, non, j'aime bien ça. Et parce que maintenant, la prochaine question, tu as un peu déjà répondu, parce que c'est quelle est ta théorie sur l'enseignement du chant lyrique? En Bah fait, voilà, ça, c'est ça. en fait, tu as déjà dit le souffle émotionnel, et après, le, tu as déjà parlé, mais le son ici, mais le là-bas. Là, tu as déjà parlé qu'on ne doit pas faire ça. Et qu'est-ce qu'on doit faire en fait? En fait, à partir du moment où un chanteur comprend que quand il se met dans un état émotionnel, il va respirer exactement dans la dynamique de l'émotion. Quand un compositeur nous a choisi, que ce soit Rossini, que ce soit Verdi, que ce soit Wagner, que ce soit Beethoven, Mozart, peu importe, il nous a choisi un moment dans une époque, une situation et des personnages de différentes Ouais, situations sociales, etc. Chacun va respirer avec, en fait, sa nature propre. Donc, si je décide que je chante, je te dis n'importe quoi, je te dis Chimène par exemple, je chante Chimène, bon, on voit qui elle est, hein, on voit dans quel pays elle évolue, à quelle époque. Et qu'est-ce qui se passe au moment où elle va dire pleurer mes yeux. ouais, Bon, comment elle va respirer au moment où elle va dire ça. C'est et ça, en fait, si à partir du moment où on comprend ce que ça nous fait faire, après, on peut se permettre de, euh, de décortiquer un peu, d'aller un peu plus précisément sur les gestes du chant qui vont nous servir exactement, précisément, pour avoir tous les résultats qu'on attend. Et en fait, grâce à mon professeur et à mes professeurs, mais moi, ce qu'on m'a appris en dernier, finalement, c'est la boucle qui se boucle. C'est les causes à effet, juste les petites causes pour avoir la ribambelle d'effets. Et en fait, naturellement, quand on a respiré et que notre émotion nous a amené à satiété de la respiration, on a une accroche qui se passe au niveau du sternum, au niveau du cœur, entre guillemets, au milieu là. ouais. Et en fait, au moment où on va s'exprimer, au moment où on va avoir le souffle qui va vouloir partir dans l'autre sens, ce fameux suspendre l'air qu'il y a dans le bel canto et qu'il faut utiliser, mais à outrance là-dedans, parce que sinon la ligne et le suspens du son et les nuances, on ne peut pas les faire. Cette accroche du son, donc c'est à la fin du souffle émotionnel, à la fin de l'inspiration. On est en suspens. Et bien là, qu'est-ce que ça fait?
on a en fait, toute la force que la plupart des débutants mettent dans le haut du corps, alors que le haut du corps n'est pas du tout prévu pour accueillir une telle puissance, naturellement, elle est dans le bas du corps. Évidemment, tous les profs vont dire, voilà, c'est le diaphragme, ton soutien, c'est au niveau du périnée, et les jambes et les machins. Eh bien, on fait ça, tout s'installe de manière tout à fait naturelle et graduelle. Si je respire pour dire pleurer mes yeux alors qu'elle est dans un état émotionnel ravagé, la pauvre femme, Hein? mais j'ai plus qu'à le dire parce que j'ai ma gorge qui est ouverte comme ça, j'ai mon souffle qui va évidemment avec la même dynamique avec laquelle il est rentré, il va vouloir sortir, je n'ai pas besoin de forcer quoi que ce soit. Mais par contre, je comprends qu'il est accroché là. Cette accroche ici, c'est ça qu'il faut comprendre. Et en fait, pour un Français, c'est encore plus évident quand on sait que le français, la nature de la prononciation du français, c'est que consonnes et voyelles se trouvent dans la bouche. Pour l'italien et l'allemand, la voyelle est beaucoup plus en arrière. Naturellement, c'est plus ouvert. Mais la consonne, elle est très percussive et avec une voyelle qui va s'ouvrir très verticalement, naturellement. Et alors, quand on sait que le français, lui, c'est bonjour, comment ça va? Et il va bien être obligé de déplacer sa voyelle pour apprendre à avoir le moule vocal et la bascule du larynx pour avoir une voix voilà, qui bascule et qui devient lyrique. Et si tu penses simplement que au moment où tu vas chanter, tu as eu, ce que je schématise en fait, je dis voilà, tu as l'émotion dans les tripes, comme on dit tous plus ou moins, je ne sais pas dans toutes les langues, mais en tout cas nous on dit voilà, tu as des choses à dire dans les tripes, tu respires pour les exprimer, elles viennent s'accrocher au cœur, qui veut lui s'ouvrir et s'exprimer. D'accord? Donc ça fait le lien. Et après, il faut l'exprimer par la parole, qui est le propre de l'homme. Eh bien, si tu sais ça, tu prononces toutes tes voyelles ici et tu mets la percussion des consonnes vers la voyelle. Et si en tant que chanteur, tu condenses ça, tu mets toute ton émotion là-dedans, que tu continues d'alimenter par le souffle émotionnel et que tu mets l'explosivité dans ce sens-là, ça fait l'effet miroir, en fait. Le son fait paf. Tu n'as pas besoin de penser à projeter, jamais. Et la voix, elle est hyper concentrée, tu as un timbre énorme, tu as évidemment toute la longueur de ta tessiture qui sonne dans toutes les notes, que ce soit aigu, grave ou médium, tu as toujours la même squillante, comme en italien, hein, toujours la même richesse de timbre et de projection. Et en fait, tu n'as jamais de souci de te dire est-ce que je vais passer l'orchestre, est-ce que je vais ceci, cela, est-ce qu'ils vont m'entendre dans la salle? Parce qu'en fait, il y a une projection du son qui est guidée par tu sais ce que tu dis, tu sais ce que tu vis en tant que personnage. Et donc, du coup, c'est ça qui porte la voix et qui te donne une sensation physique, purement, enfin vraiment très physique, du trajet que te donne la voix, naturellement. Donc, bien sûr, il y a des équilibres à trouver, il y a des habitudes à prendre, mais si tu penses déjà qu'à ces 3 choses-là, tu peux chanter. C'est pas la peine de s'en rajouter. Après, il y a le pourquoi. Ah bah oui, ça. Après, tu expérimentes et tu dis ah oui, alors tout ce qu'on m'a expliqué, moi, ça a été vraiment ça. Alors oui, on m'avait expliqué il fallait faire ceci, ceci, cela. Et bien en fait, quand je pense à ça, je me regarde dans la glace, je fais ah, tout se fait tout seul. Donc, pour moi, c'est important que les chanteurs qui apprennent se rendent compte que oui, il y a des tas de choses à savoir, mais il y a peu de choses à penser pour chanter. Mais par contre, c'est l'autoroute qui est complètement tracée pour t'exprimer. Alors franchement, pour un chanteur aussi, je veux dire, quelqu'un qui aurait du mal avec ce qu'il ressent, à exprimer ce qu'il ressent, ça peut être un obstacle ou alors lui permet de faire des progrès. Mais en tout cas, quelqu'un de très réservé et de timide sur ses propres émotions ou d'introspection ou de remise en question, enfin tout ça, je peux comprendre que ça soit des obstacles et que ça soit compliqué pour une personne comme ça. Ah ouais. Oui, très bien. À base, c'est le souffle émotionnel. Donc, s'il ne sait pas aller être sincère avec lui-même, c'est compliqué. Bien. Ben, je peux dire que nos spectateurs,
les personnes qui auront l'occasion de voir cette interview pourront bien profiter de tes conseils parce que sont extraordinaires, je dois te dire. Je dois dire vraiment, vraiment extraordinaires. Et tu as dit en certains moments, tu as fait la différence entre l'italien et le français. Je veux rappeler que France Daris, elle est la principale curatrice d'un des tutorials dans le Opérissime avec la diction en français. Et alors, pour tous ceux qui ont intérêt pour comprendre, pour bien comprendre, bien chanter les airs en français, France Daris nous aide. Bravo. Avec grand plaisir.